et j'allais chercher les clients par la peau du cul. Sacrée stratégie, la stratégie de la peau du cul, super. Quand on s'est rencontrés, du coup, PB voulait me closer. Je me suis dit, bon, on va aller voir la petite blonde un peu sympa, on va faire d'une pierre deux coups, quoi. Je t'ai envoyé un message, tu m'as ghosté pendant 3-6 mois. J'avais une philosophie, c'était il faut que je me fasse inviter sur tous les podcasts. Et c'est là qu'effectivement, tu peux passer des heures à faire des trucs inutiles qui rapportent pas de clients et être épuisé pour des cacahuètes. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Amour, Gloire et Business. Et aujourd'hui, on se retrouve avec PB dans un tout nouveau setup. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube en tout cas, où est-ce qu'on est, PB Ponce? Eh bah, on est dans un... Où est-ce qu'on est? On est dans un super nouveau setup, vraiment très canon. Si vous passez par Nice, c'est les studios Ricordia. On recommande, on est là, nous on est très contents d'être là. Ce sera un jour peut-être à ça que ressemblera notre salon. Donc on vous invite maintenant, on t'invite, toi qui nous regardes, chez nous pour parler amour, gloire et business. Mais quelle introduction, waouh! Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de nos stratégies pour trouver des clients, parce que c'est une question qui revient énormément. Forcément, déjà, pour vous qui... Alors on dit toujours, moi je dis vous, toi tu dis tu, donc on est un petit peu bizarre dans nos épisodes à chaque fois là-dessus. Moi je suis sur la team vous, je parle à tout le monde qui nous écoute. Vous avez souvent cette question-là de comment est-ce qu'on fait quand on démarre pour trouver les premiers clients, comment est-ce qu'on fait quand on a commencé à avoir nos tout premiers clients un petit peu test, qui vont valider le marché, tout ça, comment on fait pour aller au-delà, comment on fait pour aller chercher des clients jusqu'à 100 000 et plus de chiffre d'affaires. Et on s'est dit que du coup, avec PB, on allait traiter ce sujet pour nous, pour en fait vous dire comment nous on s'y est pris, que ce soit au démarrage de nos business ou aujourd'hui, pour aller chercher, trouver des clients. C'est ça, exactement. Parce que moi, je me pose souvent la question, en fait, je me suis posé la question justement pour toi, comment tu avais trouvé les premiers? Puisque je sais que moi, j'ai commencé par la prestation de service, donc c'est une stratégie. Ouais. Toi, tu as commencé par l'accompagnement et la formation, donc c'est une autre stratégie. Et ensuite, forcément, plus on avance, plus on scale, plus les stratégies changent. Et c'est vrai que, de mon point de vue, quand on ne fait pas de prestation de service, c'est vachement plus difficile de trouver ses premiers clients en accompagnement et en formation. Donc j'ai envie que tu commences sur toi, comment tu as fait pour trouver tes premiers clients alors que tu partais un peu de zéro et de nulle part, quoi. Ça va beaucoup motiver notre audience qui démarre de zéro et qui se dit « Ah mais moi je cherche pas en prestation de service, comment vais-je faire ?» Heureusement que Charlotte va nous sauver. Alors, effectivement, moi c'est marrant parce que de l'autre sens, c'est plus dans ton métier initial à toi où je me dis « Mais c'est pas facile d'aller trouver les premiers clients. » Donc comme quoi, je pense qu'on a chacun notre zone de génie aussi là-dedans. Alors comment est-ce que j'ai fait au tout démarrage quand j'ai créé ma première entreprise? Donc quand j'ai créé ma première société en formation en reconversion, en coaching en reconversion, comme c'était le tout début, je connaissais personne, j'avais pas encore de légitimité, de crédibilité sur mon sujet et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû démarrer vraiment, me faire connaître et trouver les tout premiers qui daigneraient, qui accepteraient travailler avec moi. Et en fait, comment est-ce que je m'y suis prise à la base, vu que, alors c'était en 2017-2018, donc ça commence à dater un petit peu, et à ce moment-là, c'était pas aussi démocratisé de faire par exemple un compte Instagram sur la reconversion, enfin vraiment, il n'y avait pas autant de choses qu'aujourd'hui, et c'était plutôt d'ailleurs la stratégie du blog qui était prédominante à ce moment-là. Mais mes tout premiers clients, j'ai commencé à les avoir même avant d'avoir mon blog, avant d'être visible en ligne. Je suis vraiment allée sur le terrain en fait. Et c'est ce que je recommande à chaque fois, c'est de commencer par le terrain et de ne pas se cacher derrière un compte Insta ou un compte LinkedIn. Et donc concrètement, c'est quoi aller sur le terrain? C'est que j'ai assumé ce que je faisais auprès de tout mon réseau, auprès des personnes que je connaissais en disant je me lance là-dedans, je crée Postadem, je vais accompagner des salariés qui manquent de sens dans ce qu'ils font dans leur travail et qui veulent se reconvertir mais qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et en fait, je vais commencer à proposer du coaching là-dessus. Et donc le fait d'en parler autour de moi avec une posture vraiment affirmée, pas l'énergie de « je sais pas trop, alors voilà, j'ai un petit projet, peut-être que je vais lancer mon business ». Non, c'était « voilà ce que je fais à partir de maintenant ». Et de cette façon-là, mes tout premiers clients, je les ai eus vraiment par bouche à oreille. Donc c'était pas par exemple des amis ou du réseau direct, mais c'était réseau de deuxième niveau, c'est-à-dire amis d'amis, connaissance de quelqu'un de mon réseau, etc. Et donc, j'ai démarré comme ça mes tout premiers clients. On me mettait en relation, je faisais un appel avec la personne et ça fonctionnait ou ça fonctionnait pas, mais j'ai eu les tout premiers clients comme ça. Ça a été le tout démarrage et donc il n'y avait rien en ligne encore à mon sujet, c'était que de la relation humaine. Et c'était des gens que tu connaissais un petit peu? Non, mes premiers clients, je ne les connaissais pas à la base. C'était vraiment que des mises en relation de gens de mon réseau qui me disaient « justement, tiens, c'est marrant que tu en parles parce que par exemple, je sais pas, ma conjointe, mon amie est dans cette situation-là et donc ce serait peut-être intéressant que vous en discutiez, je vous mets en relation. » Vraiment
Tout simplement, c'était ça. Et on se souvient toujours de ses tout premiers clients. C'est marrant parce que ce soit ma première entreprise ou ma deuxième, je me souviens très bien des tout premiers clients. Et donc là, je m'en souviens très bien. Et c'était des personnes que je ne connaissais pas avant. Donc ça a été le tout début. Et une fois que j'avais fait ça, que j'avais trouvé les premiers clients comme ça, j'ai quand même voulu aller au-delà parce que je voulais quand même avoir un chiffre d'affaires. Alors au début, j'avais l'ambition de faire 2 000 €, 3 000 € par mois pour pouvoir me payer avec mon business. Et donc là, comment est-ce que je m'y suis pris? C'est que j'ai commencé à être plus visible et à chercher à être plus visible de plus de monde parce que que le bouche à oreille comme ça, ça pouvait être un petit peu lent. Et donc c'est là que j'ai fait 2 choses pour développer ça. D'une, en ligne, j'ai développé mon blog à ce moment-là. C'était la stratégie qui allait bien à cette époque-là. Donc en tout cas, stratégie de contenu. Et ensuite LinkedIn, donc vraiment contenu réseaux sociaux. J'étais très sur LinkedIn à cette époque-là. Et donc je partageais stratégie de contenu, on va dire classique, même si à l'époque ça a été moins. Et en parallèle, je faisais en sorte d'aller rencontrer du monde. Et donc pour ça, j'organisais des événements. C'est une stratégie qui n'est pas forcément super utilisée. Et j'étais un peu la seule à faire ça. Et même aujourd'hui, en fait, tout est en ligne. Et je pense que quand on fait les choses que les autres ne sont pas prêts à faire, c'est là qu'on fait vraiment une différence. Et donc, j'ai organisé ce que j'appelais les apéros post-ADEME. Et ces apéros post-ADEME, eh bien, je faisais intervenir quelques reconvertis. Alors, au début, c'était pas des clients parce que j'en avais pas encore assez, mais ensuite, c'était des clients qui venaient pour pitcher leur reconversion. Et les participants, c'était des gens de mon réseau, mais aussi des gens, je commençais à développer le groupe Facebook, à développer aussi sur les plateformes d'événementiel pour que les gens viennent comme ça, les gens de LinkedIn, etc. Et donc, je ramenais quelques dizaines de personnes de cette façon-là. Et à chaque événement que j'organisais, en fait, il y avait des gens qui disaient « Ok, moi j'ai envie de me reconvertir, comment je peux faire ?» On bosse ensemble. Et c'était parti. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers 30 000 € de chiffre d'affaires avec du coaching. Trop bien. Voilà. Ok. T'as découvert un pan de ma vie ou pas? Ou tu savais un petit peu? Déjà. Tu savais déjà. Je fais semblant de découvrir des trucs, mais je suis déjà au courant de tout. Ok, avant que je donne ma version, après, du coup, il y a eu post-ADEME, tu as développé post-ADEME, un petit peu scalé post-ADEME, puis tu as vendu post-ADEME, tu es reparti un peu de zéro. Donc, tu es reparti avec une micro-audience Instagram et encore, quand tu as lancé le nouveau business, tu n'avais même pas encore ton nouvel Instagram, je crois, quand tu faisais les balbutiements. Et tu as lancé ton nouvel Instagram, tu as récupéré peut-être 1000 abonnés et depuis, tu crantes sur ces abonnés-là. Et du coup, toi, quand tu es reparti sur le nouveau business, ça a été quoi l'acquisition des nouveaux clients? Je me fais interviewer. Ouais. Je vais faire pareil dans l'autre sens après. Quand j'ai recréé un deuxième business, effectivement, j'avais mon audience de ma société précédente qui me suivait essentiellement par email d'ailleurs. C'était surtout là que j'avais mon audience, aussi un peu Instagram effectivement, mais aussi email. Et j'ai créé mon compte de zéro. Alors j'avais pas encore d'offre au moment où j'ai lancé mon Instagram personnel en fait. J'avais pas encore d'offre, j'avais pas encore prévu d'ailleurs de monétiser spécialement, mais j'ai proposé à ceux qui me suivaient sur mon compte et mes emails précédents de me suivre là-dessus pour que je puisse aborder aussi d'autres sujets que la reconversion. Parce que du fait de mathématiques, je ne pouvais pas aller sur des sujets business avancés, etc. Et en fait, je participais beaucoup à des masterminds, à des séminaires business avancés. J'avais aussi d'autres centres d'intérêt autour de la santé, du yoga, de la lecture, enfin des voyages, plein de choses qui finalement n'étaient pas totalement liées à post-ADEME et que j'avais envie de pouvoir partager de façon plus libre sans chercher à rester là dans mathématiques. Donc j'ai créé ce compte Instagram et j'ai 500 personnes à la base qui m'ont suivi sur ce nouveau compte, ce qui n'est pas énorme en fait par rapport à l'audience que j'avais à ce moment-là qui était plusieurs dizaines de milliers d'abonnés parce que j'ai dit c'est là que je vais parler de business plus avancé, donc ma cible de personnes qui se posent des questions sur leur job n'est pas forcément super concernée. Mais j'ai quand même eu ces personnes-là et c'est avec 500 premiers abonnés que j'ai proposé ma première offre 2 mois plus tard et effectivement ça a été acquisition Instagram en soi, j'avais même pas tellement une stratégie, j'avais fait quelques petits posts mais pas très stratégiques, juste des stories et c'est comme ça que j'ai vendu mes premières immersions à ce moment-là, juste avec du Instagram comme ça. Et ensuite, j'ai développé tout simplement post Instagram, story, conversation en message privé pour discuter pour les immersions, vendre les immersions. Et ça s'est fait de vraiment façon très simple comme ça. Et ensuite, effectivement, j'ai fait grossir le compte. Là, actuellement, je suis à 5000 personnes. Donc, en 2 ans, je suis passée de 500 à 5000. Donc, c'est pas une croissance explosive. Mais c'est pas nécessairement plus ce que je recherche parce que je suis quand même sur quelque chose d'assez niché et au final ça suffit déjà largement pour très bien développer le business et du coup ensuite pouvoir proposer des programmes en ligne, etc. comme je l'ai fait depuis quelques mois maintenant. Ouais, okay. Voilà. En parlant de la petite audience,
je te propose, et je propose à notre audience aussi, est-ce que ça te dit qu'on fasse un épisode sur avoir une méga audience versus avoir une petite audience? Allez. Et dites-nous si ça vous intéresse qu'on fasse un épisode sur ce sujet. Très bonne idée. On en fera un si c'est le cas, donc dans les commentaires ou dans les, on va le faire dans tous les cas, notes Apple Podcast. Quoi. Mais on va le faire, mais dites-nous quand même. Dites-le nous, ça nous fait plaisir. Quoi. Ok, voilà. Très bien. Ça répond à ta question? Ça répond à toutes les... Ouais. Alors à toi maintenant, quelles sont tes stratégies pour trouver des clients depuis le début, étape par étape? Du coup, depuis le début, j'ai fait comme toi en fait. Moi, je me suis relancé plusieurs fois, donc forcément, il y a eu la prestation de service et il y a eu l'accompagnement formation. Et la période de prestation de service a servi ensuite, plus tard, à lancer l'accompagnement formation. Et j'ai aussi fait des trucs que peu de gens font. Yes, on tease à mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller vite sur la prestation de service, puisque la plupart de nos auditeurs, auditrices ne sont pas forcément là-dessus. Mais si vous êtes là-dessus, il y en a quand même. Ça a été très simple. Ça a été, toi, tu faisais des événements, moi, j'y allais. En fait, c'est comme ça que je trouvais des clients. Mais d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Non, c'est pas moi qui ai organisé l'événement, mais on s'est rencontrés à un événement. C'est ça. Moi, j'allais chercher les clients dans des événements. Et j'allais chercher les clients par la peau du cul, en fait, en allant... Sacrée stratégie, la stratégie de la peau du cul, super. Ça, là où ils étaient, en fait, c'est-à-dire... Je me souviens d'un client, ça j'en parle souvent, mais il avait une salle de sport à Paris. Il a dit qu'il voulait vendre des formations à côté. J'ai pas pris mon sac puisque j'avais pas de sac, mais j'ai été à sa salle de sport, j'ai été le voir et je lui ai dit hey, tu veux vendre des formations? Il m'a dit ouais, bah viens, on bosse ensemble. Et c'est comme ça que ça a avancé en fait. Dès que quelqu'un montrait un signal de je peux te donner de l'argent, et bah je plongeais dessus quoi. Ça, plus les événements. Et ça, c'était vraiment pour la prestation de service. Et après, c'est le bouche-oreille qui se met en place. Et le bouche-oreille, après, tu l'automatises en disant aux gens qui est-ce que tu connais qui pourrait me recommander. Genre, les prestataires de service, j'ai juste déjà fait ça. Et puis, après, c'est bien. Dans certains cas, ça peut être intéressant de faire du contenu. Mais là, on va peut-être pas rentrer dans ces détails-là. Ça dépend ce que tu fais en prestation de service quand il est question de contenu. Il y en a beaucoup qui vont faire la connerie de se dire bon, bah, je suis copywriter, je vais aller sur LinkedIn faire des posts pour trouver des infopreneurs. Les infopreneurs, ils sont pas sur LinkedIn, ils n'ont pas que ça à foutre. Oui. C'est vrai que quand on cherche, en tout cas nous en tant que clients, quand on cherche des prestataires de service, on va pas regarder le contenu de la personne. Enfin moi, ça m'est jamais arrivé de faire comme ça, que ce soit des profils. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si c'est forcément vrai, parce qu'une fois que tu m'as recontacté parce que tu avais vu un de mes posts justement. Oh, c'est vrai que c'est... Sinon, je l'avais ghosté depuis 3 mois. La vraie histoire. C'est vrai. Mais on peut raconter peut-être comment on a bossé... Comment ça se fait qu'on ait bossé ensemble à la base? Parce qu'en fait, on s'est rencontrés en 2019. Et quand on s'est rencontrés, du coup, PB voulait me closer. Donc, comment ça s'est passé? Comment tu t'y es pris? Et comment on a abouti à travailler ensemble? C'est un bon exemple. J'ai utilisé des techniques dessus. On ne sait pas quelle est la vérité et quels sont les mensonges dans cette histoire. Je ne vais pas tout dire. Mais en gros, on était à un événement. J'étais en galère d'ordinateur parce qu'il fallait que je shoote un email pour un client. Absolument. Il y avait eu un problème avec l'email. En fait, il fallait que j'ai accès à un ActiveCampaign rapidement. Et je regarde un peu les gens dans la salle et je vois... quelqu'un de lambda et je vois la petite blonde un peu sympa, donc je me suis dit bon, on va aller voir la petite blonde un peu sympa, on va faire d'une pierre deux coups quoi. Et c'est là que je t'ai piqué ton ordi, j'ai fait mon email, c'est parti, et puis après vu qu'on était à côté, on a commencé à faire les exercices de l'événement entre guillemets ensemble. On a parlé vite fait. Ouais. À l'époque j'étais copywriter, il n'y en avait pas beaucoup, donc tu m'as dit le copywriting ça peut m'intéresser, puis j'ai dit comme ça. Avec cette intonation. Puis on s'est pas trop revu de la journée et j'ai pris ton contact, j'imagine, Facebook. Facebook, tu m'as contacté dessus. Je t'ai envoyé un message, tu m'as ghosté pendant 3-6 mois dans ces eaux-là. Et un jour, j'ai fait un post où tu as dit, où tu as réagi, je pense, à ce post en disant ça t'a rappelé que j'existais. C'est vrai. Alors qu'en fait, ce qu'il aurait fallu faire, ça aurait été plus simple que je prenne ton numéro, que je prenne vraiment, non, puisqu'avec toi, tu réponds à rien dans tous les cas. Je réponds pas trop aux messages. Mais la stratégie, c'est on prend le contact et on recontacte la personne 3-6 mois plus tard pour voir où elle en est justement de ces enjeux, de ces problématiques. Là, en août, c'est toi qui es revenu vers moi parce que tu as vu ce post et ensuite on a bossé ensemble. C'est une bonne remarque, c'est vrai. Par contre, est-ce qu'à la base, j'ai déjà travaillé avec un prestataire parce que je suivais son contenu, que je trouvais son contenu intéressant et tout ça? C'est vrai que ça ne s'est pas produit. Non. Après, c'est vrai que les prestataires que je considère vraiment comme mon équipe avec qui je travaille, donc des freelances avec qui je travaille, que ce soit pour Postalem aujourd'hui, ça s'est fait très souvent par un process de recrutement que moi j'initiais. Donc c'est quand même un cadre un peu particulier. Et d'ailleurs, c'est aussi une bonne façon de trouver des clients accessoirement. C'est clair. Mais bref, donc continue sur comment tu trouvais des clients. Donc,
C'était cette forme de prospection de je vais voir les gens plutôt que leur envoyer des emails. Et après, c'était une forme de prospection plus déportée où moi, mon truc, j'ai un pote, il appelle ça les points relais, où en gros, on va choper des gens qui travaillent avec les clients qu'on veut et plutôt que prospecter le client final, on va prospecter l'intermédiaire qui peut nous mettre en relation. Et alors ça, c'est ligne droite vers du cash. Donc, c'est plutôt cool. Ça, c'était sur la prestation. J'ai fait les prestations et pendant que je faisais ces prestations, moi, j'avais une philosophie. C'était il faut que je me fasse inviter sur tous les podcasts possibles C'est vrai. et imaginables, en fait. Et le premier, non, le premier, on m'a contacté. Je faisais des posts sur LinkedIn. Il y a quelqu'un qui m'a dit tiens, tu veux venir parler de copywriting? J'ai dit ouais, vas-y. Et en fait, justement, quand on veut pitcher des podcasts et des interviews, aujourd'hui, on peut plus se permettre de dire je suis copywriter. À l'époque, on pouvait, et puis je faisais des posts qui plaisaient aux gens. Maintenant, c'est plus j'ai tel sujet où je suis super fort, où ça peut aider ton audience. Est-ce que ça dit qu'on en discute en interview? Voici les bénéfices pour ton audience. On tease un petit peu le système dont on va parler. Et là, on se fait inviter comme ça. Et donc ça, c'est plus la stratégie que je ferai aujourd'hui. Maintenant, du coup, je faisais ça. J'ai pitché Stan Leloup de Marketing Mania, puisque j'étais client chez lui. On s'était déjà pas mal parlé. J'avais failli bosser avec. Ça s'était pas fait. Du coup, je lui ai dit, voilà, 1 an après nos échanges, où j'en suis. Il m'a dit, viens sur le podcast. Comme ça, j'avais pitché Stan. Je suis passé sur le podcast Marketing Mania. Et après, ça a lancé aussi toutes les autres interviews derrière, parce que les gens avaient trouvé ça cool. Et en fait, le fait de faire des interviews, des interventions chez tout le monde, le fait d'aller dans les programmes d'autres personnes pour enseigner, c'était l'email à l'époque, enseigner l'email aux clients des différents programmes, des différentes personnes chez qui j'intervenais, a permis de moi me construire une audience de 500 personnes, enfin une liste email de 500 personnes. J'en avais à peu près 2000 sur LinkedIn. 500 personnes sur ma liste email qui avaient bouffé de l'interview, bouffé du podcast, c'est-à-dire que j'arrivais avec une certaine légitimité de on m'a bien bouffé, on m'a bien entendu, et pouvoir tout de suite choper 30 clients en accompagnement, quoi. Ouais. Là, c'est une très bonne stratégie. En t'écoutant, je me dis que, tu vois, dans mon domaine où c'est du B2C, etc., au début de Postadem, j'avais le même cas. Je suis passée sur un podcast au bout de 3-4 mois d'activité, je ne sais pas pourquoi j'ai été contactée pour ça, mais ça m'a donné de la visibilité. J'ai été invitée sur pas mal d'événements parce que je développais aussi beaucoup mon réseau. Du coup, ok, cool, on fait un événement sur, par exemple, le freelancing, est-ce que tu peux venir intervenir là-dessus? Et donc, j'étais aussi visible dans plein d'interviews, d'événements et tout ça, et ça aide aussi énormément. Et même si les clients ne viennent pas directement lors de cet événement, en fait, il y a un côté autorité, crédibilité qui joue quand même aussi beaucoup, je trouve, dans l'image que ça te donne par rapport à, entre guillemets, n'importe qui n'aurait pas cette preuve d'autorité. C'est ça. Ok. Et du coup, aujourd'hui, si je repartais de zéro, on a déjà fait un épisode sur ce que je ferais si je repartais de zéro. Donc vous pouvez aller le voir, c'est l'épisode 1. Non, maintenant, si là, je voulais aller chercher vraiment des clients, entre guillemets, aussi en partant de zéro, ce serait plus stratégie 1, prospection, si je fais de la prestation. Si je fais de l'accompagnement, pas de prospection, ce serait, je peux pas recommander du contenu Instagram parce que si tu commences à 0 abonnés, c'est l'enfer. Donc ce que tu as dit, contacter tout le réseau et éventuellement pitcher des gens pour passer sur des podcasts, sur des interviews, sur des choses comme ça. Et la dernière stratégie que j'irais aujourd'hui chercher, parce que c'est mon truc du moment, j'irais faire des vidéos YouTube. Enfin, j'irais faire des vidéos YouTube ou j'irais moi-même faire un podcast. En tout cas, j'irais effectivement faire ce que tout le monde ne fait pas, quoi. C'est ça. Après, sur Instagram, c'est là que je suis pas trop d'accord avec toi, c'est que même si tu démarres un compte de zéro, en fait, tu peux déjà, avec une petite audience, qui serait donc le sujet de notre prochain épisode probablement, aller chercher de la clientèle, en fait. T'as pas besoin d'avoir des tonnes de visibilité, t'as besoin d'avoir un truc qui se démarque, une singularité, t'as besoin d'être, en fait, proactif dans ce que tu fais. Je pense que c'est ça la différence entre quelqu'un qui démarre un compte Instagram zéro pour qui ça porte pas ses fruits et quelqu'un où il y a quand même des clients, c'est à quel point tu vas aller parler aux gens qui s'abonnent, à quel point tu vas faire en sorte effectivement d'intervenir sur des sommets, des événements, faire des interviews croisées. En fait, c'est vraiment la proactivité. C'est pas juste je suis les templates de posts et de reels qui fonctionnent en ce moment et j'attends que les choses se passent. Surtout qu'en plus, quand on démarre, en général, on n'est pas très bon pour faire du contenu. Je pense qu'il faut se le dire, c'est que ça prend du temps d'avoir les codes d'une plateforme, d'avoir les codes du copywriting. Alors ça s'apprend pour aller plus vite. Call to action, mais en réalité, il y a quand même ce temps d'acculturation à une plateforme et au copywriting. Donc en fait, si tu attends juste ça, en mode caché derrière ton contenu, ça va prendre du temps. Si par contre, tu prends le taureau par les cornes et les quelques personnes qui interagissent, qui s'abonnent,
même dans les groupes peut-être de formation dans lesquels tu es. Enfin, vraiment, le terrain, même s'il est virtuel, parce que, admettons, tu vis dans un petit village de campagne et tu te dis, ouais, mais enfin, Charlotte, toi, t'étais à Paris, c'était facile de faire tes événements. Ok, mais même en ligne, tu peux aller chercher le contact direct, en fait, et il faut pas avoir peur de se prendre des refus, il faut pas avoir peur de se faire ghoster. Alors, c'est vrai que, comme tu dis, moi, c'est vrai que je réponds à très, très peu de messages. Donc, c'est sûr que peut-être des personnes qui m'ont prospecté, j'ai pas répondu, bon bah personne n'en est mort et je suis sûre que ces personnes-là ont trouvé d'autres clients et c'est le jeu en fait. Bah, d'ailleurs toi tu vois je t'avais pas répondu pendant quelques temps, ça a fini par se faire. Ça arrive aussi que parfois il n'y a pas de réponse ou ça prend pas pendant un certain temps et 1 an plus tard, bon là ça a pas mis 1 an mais quand même quelques mois, et ben les choses vont se faire parce que y a un changement dynamique. Même la personne que vous ciblez, peut-être qu'en ce moment c'est vraiment pas le moment pour elle. Enfin moi ça m'est arrivé plein de fois de pas avoir un besoin là tout de suite, mais j'ai cette personne en tête et le jour où j'ai besoin, je cherche et tout ça, je me dis ah bah oui, il y a un tel ou une telle, je peux recontacter à ce moment-là. Qui peut t'aider. C'est ça, d'ailleurs on dit money is in the follow-up et c'est vrai. Et le follow-up, c'est pas que la relance directe de « t'as eu mon message ?» C'est par exemple effectivement le contenu dont tu parlais. Ah tiens, je vois passer ce truc-là. Ah tiens, elle intervient dans cette interview, ça me rappelle son existence. Donc, faut être proactif dans ce qu'on fait. Après, là, c'est les stratégies quand on n'a pas de stratégie encore plus poussée. Quand on commence, parce que le sujet de l'épisode, c'est effectivement nos stratégies pour trouver des clients. Ça, c'est sur le côté démarrage, quand on n'a pas encore une assise solide sur notre marché. Mais ensuite, quand on commence à se développer, c'est là qu'en termes d'acquisition, on peut aller chercher quand même des stratégies un peu plus élaborées où on n'est pas à faire tout à la mano, quoi. Donc, c'est là que tu peux aller faire effectivement du contenu, mais de façon plus stratégique, avec plus de volume, etc. Que ce soit sur du YouTube, du Instagram, du LinkedIn, etc. Tu peux aller chercher effectivement de l'acquisition payante aussi. Moi, sur le développement de Postadem, je continue. Enfin, j'ai pas fait mes résultats en faisant tout à la mano avec le bouche à oreille. Évidemment que non, ça c'est le début. Ça s'est développé après autrement. Mais pour des démarrages, c'est déjà la bonne stratégie, quoi. C'est ça. Je pense aussi à Nassima. Désolé Nassima, je me rappelle pas ton nom de famille. Nassima qui elle, pareil, sortait, bon, pas de nulle part, mais en gros était un peu aussi dans la marée des coachs et compagnie. Elle est celle qui s'est dit, vas-y, moi, je vais organiser des sommets en ligne. Et elle a fait ses premiers sommets, et forcément, les premiers, ça ne donne pas les résultats des suivants, mais le premier, premier sommet, deuxième sommet, et en fait, en crantant comme ça, elle a fini par faire des sommets qui sont quand même cool, et qui ramènent du trafic, et donc en faisant encore une fois quelque chose que tout le monde ne fait pas, quoi. Et qui demande du taf, des efforts, pardon, hein, mais c'est... non, mais la Dolce Vita, oui, mais... tu auras plus la Dolce Vita si tu commences par faire des trucs qui sont compliqués pour les autres, en fait. Ah c'est clair que de toute façon, la Dolce Vita, c'est de faire peu, mais de le faire bien. Et c'est là qu'effectivement, tu peux passer des heures à faire des trucs inutiles qui ne rapportent pas de clients et être épuisé pour des cacahuètes. Ou alors, tu peux passer quelques heures, mais bien pensées, où tu es proactif dans ce que tu fais, où tu oses faire des choses que les autres ne font pas, et là, ça va payer. C'est ça. Ok. Donc... on avait prévu normalement de faire un épisode sur un peu toutes les étapes de ensuite comment on va chercher des clients. Mais en fait, on a déjà... Je pense que c'est les grandes lignes, c'est intéressant. À la limite, ce qu'on peut faire pour conclure cet épisode, c'est c'est quoi ? On va chacun penser au tout dernier client qui a signé chez nous. Et on va dire comment on a obtenu ce client-là. Ok. Tu veux te lancer ou je commence ? Parce qu'après, effectivement, on pourrait vous dire les stratégies ensuite pour scaler. Les stratégies pour scaler, c'est effectivement ce que tu as dit. Faire plus de contenu, tu peux faire de la pub. On pourra faire un épisode plus complet pour ça. Si tu veux, toi qui nous écoutes, qu'on fasse un épisode plus complet pour ça. Mais il faut que le podcast puisse perdurer. Pour qu'il puisse perdurer, il faut qu'on ait des résultats qui nous satisfassent, quoi. Donc pour ça, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et même là, un petit like sur YouTube et à t'abonner si tu es sur YouTube. Ça fait toujours du plaisir. Et on te fera un épisode plus complet sur les stratégies pour, genre tu fais déjà 5, 10K, comment tu fais pour aller chercher plus de clients. Maintenant, le dernier client qu'on a été chercher, vas-y. Je commence moi ? Ouais. Alors attends, qui est la dernière personne qui s'est inscrite ? Parce que là, au moment où on enregistre, je sors du lancement de mon programme phare Dolce Business. Et lancement, effectivement, c'est une période où on a plein de clients d'un coup. Toi, tu es plus sur une stratégie evergreen, donc c'est 2 stratégies très différentes. Evergreen, c'est que il est en fait en continu en train de vendre, et moi, c'est vraiment des pics. Pourquoi tu rigoles ? Parce qu'on a fait un épisode sur le sujet. Call to action. C'est l'épisode 5, si je dis pas de conneries, tu peux déjà aller le voir. Tout à fait. Très bien. Donc du coup, Evergreen, lancement, et donc moi je sors d'un lancement, et donc je pense que j'ai en tête la toute dernière personne qui s'est inscrite. Vous savez, les personnes qui prennent à 23h58, 23h59,
je l'ai collé, je sais qui est la dernière personne. Et en fait, la stratégie pour avoir des clients sur ce programme-là, eh bien en fait, c'est tout simplement, oui, c'est du contenu Instagram que je fais. Donc moi, je suis plutôt sur un format de carrousel parce que les réels face cam et tout, c'est pas trop mon truc, même les réels écrits, j'ai beaucoup de mal, enfin c'est pas naturel pour moi, donc je suis plutôt sur la stratégie de carrousel. J'ai aussi quand même des réels vidéos qui sont issus d'interviews ou justement des vidéos YouTube qu'on fait ensemble, donc acquisition Insta. Et ensuite, ce que je fais, c'est que les personnes qui arrivent, je les convertis sur ma liste email avec, il y a deux possibilités. Non, actuellement, il y en a qu'une en fait essentiellement, l'autre va bientôt sortir, j'ai fait un petit spoiler, c'est avec le canal Telegram. En fait moi j'ai un canal Telegram sur lequel je fais des audios réguliers, je pense que si vous me connaissez, vous suivez déjà le canal Telegram, je fais des audios réguliers dedans, et donc tous mes posts amènent à un appel à l'action qui est de commenter Go Telegram pour recevoir l'accès au Telegram. Ce qui fait que, en fait, en continu, même en story, etc., j'ai des personnes qui commentent Go Telegram ou qui s'inscrivent directement. Et donc, j'ai tous les jours des gens qui s'abonnent au Telegram. Et pour s'abonner au Telegram, il faut laisser l'email. Donc, ces personnes s'abonnent du coup automatiquement aussi à mes emails. Et donc, ensuite, moi, j'entretiens ma liste, mon audience, avec des stories, voilà. Mais pour ceux qui sont abonnés, vraiment qui ont mis leur mail, il y a Telegram Newsletter. Et avec ça, j'entretiens en fait en continu. Et donc, quand il y a un lancement, système de lancement, ouverture, fermeture pendant une semaine. Et c'est avec ça en fait que je convertis. Là, dans le dernier lancement, j'ai fait, d'ailleurs, ça va nous amener sur un prochain épisode, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler un challenge, c'est-à-dire un événement. Oh là là, PB en PLS, quand je lui ai dit que j'allais faire un challenge. Mais attendez, on va en parler dans un autre épisode du challenge que j'ai fait. Et ça a été validé par PB Poncelin, celui-là. Mais, oula non, il est pas... Visiblement qu'à moitié. On en parlera. Mais du coup, donc il y avait ce challenge-là, qui était un challenge très très simple. On pourra en parler dans un autre épisode. C'est vraiment des audios Telegram quotidiens pendant une semaine, c'est tout. Donc pas de live, pas de trucs compliqués, vraiment que ça. Et donc ça a permis aussi de chauffer, on va dire, l'audience en prévision du lancement. Donc voilà, moi, ma stratégie d'acquisition client, c'est tout simplement ça. Sur mon offre des immersions, donc ça, c'est du mentorat en présentiel que je fais avec mes clients, soit en groupe, il y a quelques sessions dans l'année, soit en individuel. Pareil, en ce moment, je fais que quelques sessions dans l'année. J'en ai fait beaucoup plus par le passé. Là, j'ai réduit. Et en fait, là-dessus, le principe, c'est aussi Instagram, Telegram. Et par contre, c'est conversation en MP, appel. Appel pour l'individuel, pas pour le groupe, pour le coup. Et ensuite, conversion et on se lance dans l'immersion. Donc, ça reste vraiment des choses qui sont simples et qui sont basées pas sur de la technique compliquée, mais juste sur la création de valeur pour l'audience, création de liens avec l'audience, et avec simplement ça, et avec le fait d'amener des idées nouvelles, des idées qui parlent à cette audience, en fait, ça fonctionne, quoi. Voilà, pour moi. Ok. Et toi alors, du coup, toi, c'était ta dernière cliente. C'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui, enfin, exact. hier, aujourd'hui, hier, oui, quoi. C'est vrai. Une nouvelle personne qui rejoint le mastermind. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne question. Elle avait besoin d'un ordinateur. En fait, je peux dire, elle, comment elle a rejoint et aussi comment j'ai généré mes derniers appels pour le mastermind. Il y a deux stratégies. La personne qu'on accueille, là, je dois t'avouer qu'elle a pris rendez-vous sur mon... Elle a postulé, non, elle n'a pas pris rendez-vous, elle a postulé. Ce qui a fait qu'elle a postulé, c'est qu'elle a vu un de mes emails, parce que je fais des emails régulièrement pour rejoindre le mastermind. Donc, elle a dû voir un de ses emails. Elle a postulé parce que j'imagine que c'était le bon moment, sachant que moi là, ça fait apparemment elle m'a dit que ça faisait à peu près un an qu'elle songeait à nous rejoindre, donc c'est juste, un jour il y a un email qui passe, ah tiens, ça y est, les étoiles et les planètes se sont alignées en fait pour elle, pour dire en fait ça y est, c'est mon moment, j'y vais. Et ça s'est fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est vrai que le mastermind, c'est toujours un peu comme ça. Si je fais des emails, je fais des stories, il y a quelqu'un qui dit c'est bon, les planètes sont alignées, je viens chez toi. Donc ça, c'est super. Et après, pour générer des calls, donc moi, j'utilise pas maintenant ces trucs d'urgence, à part pour dire qu'on augmente le tarif du mastermind tous les 3 à 6 mois en général. Et là, ça génère un petit peu des appels. Mais là, les derniers que j'ai eus, sans rien faire, entre guillemets, j'ai fait des vidéos YouTube, donc j'ai fait des choses. Mais c'est faire une vidéo YouTube, avoir un appel à l'action dans la vidéo YouTube qui dit si tu veux, regarde mon système pour... là, en outre, c'était passer à 5, 10, 15, 20, 30 cas par mois avec ton business, qui envoie vers une vidéo de vente, qui envoie vers un appel. Et ça, en faisant une vidéo, moi j'ai eu là, sur la vidéo d'Antoine BM par exemple, ça a généré 10, 20 mails environ et un appel en outre. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, le but, ça va être de pousser cette stratégie encore de plus de vidéos qui vont toutes se nourrir les unes les autres et me générer des appels en continu. Quoi. Ouais. Donc voilà, deux stratégies très différentes pour des business qui tournent déjà, quoi. C'est ça. Voilà.
Eh ben, on est pas mal avec tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Et bah, je trouve qu'on est Enfin, pas mal du tout. On a fait un bon petit tour, très bien. Exactement. Quelle serait ta conclusion? D'habitude, c'est moi qui conclue en premier, donc vas-y, quelle serait ta conclusion? Bougez-vous le cul. J'aurais pas dit la conclusion de cette façon-là. Moi, j'aurais dit soyez proactifs. Faites ce que les gens sont pas prêts à faire. Faites ce que les gens Pique sont ma pas prêts à conclusion. faire. Si vous voulez les résultats que les autres n'ont pas, non, c'est pas ça exactement, mais en bref. Que si vous voulez- personne n'a, faites si ce vous que voulez- personne n'est prêt à faire. Exactement, voilà, paf, c'était ma conclusion. Du coup, c'est la mienne aussi. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Je pense que moi, j'avais la même. Je vais rajouter un truc, c'est l'importance de la posture dans laquelle vous êtes. Parce que quand on démarre un business, qu'on n'a pas encore beaucoup de visibilité, d'autorité, etc., si on se convainc que du coup on n'est pas capable d'eux ou qu'on n'est personne, ça va se ressentir. Donc que ce soit une stratégie d'aller à des événements pour rencontrer des prospects, des clients potentiels, que ce soit de faire du contenu, que ce soit de faire de la vidéo YouTube, tout ce que vous voulez, n'importe quelle stratégie, à partir du moment où dans votre posture vous êtes tout fermé comme ça de je suis personne, je vais pas y arriver, c'est compliqué, ça se ressent à 10 km et en fait on n'a pas envie d'acheter chez quelqu'un qui est comme ça tout gêné en fait d'être là. Donc la base, au-delà de la stratégie en tant que telle, quelle qu'elle soit, ça peut marcher, si la posture elle est on est là, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, je connais mon métier, ça veut pas dire que je suis mégalo et que j'ai rien à améliorer dans ma pratique et dans mes compétences, mais en tout cas, je dégage quelque chose qui va inspirer la confiance. La première chose qui inspire la confiance d'un prospect, avant même le nombre de témoignages, d'études de cas qu'on peut avoir ou l'audience qu'on a, c'est ce qu'on va dégager. Donc, travaillez ça avec vos stratégies parce que ça va complètement ensemble pour que ça fonctionne. C'est clair. Et après, là, il y a un peu de philosophie aussi par rapport à ça. Soit tu arrives en fake it until you make it et tu dis pas que tu te lances. Genre, vas-y, je fais ça et achète. Soit tu arrives aussi dans une posture, tu peux être dans une posture de, écoute, je me lance. Voilà ce que je te propose pour cette raison. Voici ce qu'on va faire ensemble. Voici les objectifs qu'on va avoir. Plutôt que salut, je me lance. Du coup, je cherche un peu mes premiers clients. Est-ce que tu as envie de participer parce qu'on ne sait pas trop. Du coup, là, non, c'est je me lance. Moi, j'ai telles compétences qui sont là. Maintenant, je veux les parfaire avec toi. Donc, voici comment ça va se passer. Voici ce qu'on va faire. Voici les objectifs qu'on va se donner. Est-ce que ça te dit qu'on travaille ensemble et ça va te coûter moins cher parce que je me lance. OK ou pas? Et là, on sait que la personne se lance, mais on sait aussi qu'elle est sérieuse. Ouais, exactement. Et c'est comme ça que je l'abordais au début. Et moi, j'apprécie qu'on s'adresse à moi de cette façon-là, parce que je trouve ça honnête, mais sans être en mode, bon, voilà, je cherche des bêta-testeurs parce que, voilà, c'est vraiment le tout début. Non, ça, Enfin oui, il y a peut-être quelques personnes qui vont y aller, mais c'est pas forcément non plus les meilleurs clients. Et sur un malentendu, ça peut marcher, hein, mais c'est pas ce qui va vous amener le plus d'aura dans votre métier et dans votre business, quoi. Donc on est en phase là-dessus. Donc posture et se bouger les fesses pour rester poli et être proactif, quoi, dans ce qu'on fait. Ouais. Bien. C'était notre conclusion. Voilà, fin de l'épisode. C'était un plaisir à nouveau. Est-ce que tu as un petit appel à l'action à faire pour 5 étoiles, Apple Podcast, commentaire YouTube, s'abonner, la totale. Voilà. À bientôt pour un prochain épisode.